Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série de la Guilde. On va parler de la QA au-delà des spécifications. Je suis toujours avec Christophe Popiol et on va parler aujourd'hui de code un peu et de se dire, est-ce qu'on ne doit pas un peu aussi désacraliser au-delà des specs notre perception au code et de se dire, on peut pas être uniparti, la QA fait de la QA, le dev fait du code. Est-ce que le code peut pas devenir un allié, même pour un QA fonctionnel? Voilà, et de se dire, est-ce qu'il doit forcément comprendre le code? Je dis pas être un expert, mais au moins comprendre le code. Est-ce que tu trouves, toi, un intérêt, d'après ton parcours et de ce que tu as vu, sachant que tu as fait une reconversion professionnelle, donc tu étais ni ingénieur, ni développeur, mais tu venais plutôt du monde du nucléaire. Donc comment tu as appréhendé cela et qu'est-ce que tu peux nous dire et nous conseiller? Moi, quand j'ai commencé, je faisais que de la boîte noire. Du coup, pas d'accès au code, etc. Donc, c'est un truc que j'ai découvert plus tard. Et pour tous ceux qui commencent dans le test fonctionnel, je parle pas de ceux qui commencent directement avec de l'automatisation, où effectivement, tu fais du code. Mais sur la partie fonctionnelle, c'est un truc qui peut faire peur quand on n'est pas développeur, parce que c'est tout un monde où on comprend pas trop ce qui se passe. C'est présenté un peu comme la chasse gardée des développeurs, c'est leur bébé. Sauf que le code, c'est le produit, et le produit, il appartient à toute l'équipe, il appartient à tout le monde. Et en fait, c'est un vrai atout d'aller creuser dedans. Moi, très vite, je me suis lancé dans je vais lire les PR qui sont faits par les développeurs, même si j'y comprends rien. Et petit à petit, il y a quand même des trucs aujourd'hui. On n'est plus sur des langages comme C++, etc. On est sur des trucs avec beaucoup plus d'abstraction et beaucoup plus verbeux. Et franchement, il est possible de comprendre certaines choses, ou au moins de s'interroger, de se poser des questions. Moi, les premières ouvertures de code, ça a été des occasions de poser des questions aux développeurs en disant, c'est bizarre, tiens, c'est écrit ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça m'intrigue. J'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. Ah bah oui, c'est normal, on l'écrit comme ça veut dire ça et ça fait ça parce que le langage est comme ça, ou ah mais non, t'as raison, effectivement, c'est écrit à l'envers. Donc en fait, c'est un truc où, pour moi, c'est très important d'aller lire. Il y a plusieurs raisons. Déjà, tu peux comprendre réellement ce qui se passe. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que tu vois où on a touché quelque chose. Et des fois, quand tu te dis, tiens, on est censé toucher à ce truc-là, et en fait, on touche à des fichiers qui n'ont rien à voir, qui sont dans des dossiers qui n'ont rien à voir, il y a un truc qui va pas. Le nombre de fois où j'ai vu des trucs où ah oui, mais j'en avais profité pour fixer tel bouton en passant sur mon code parce que je l'avais vu, j'y avais pensé et je l'ai rajouté dans l'APR. Ah ouais, mais du coup, il y a des effets de bord qui potentiellement peuvent arriver qu'on teste pas du tout. Et tu le vois pas si tu regardes pas le code parce que c'est caché dedans. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les specs du ticket. C'est mis dedans en passant discrètement, et si tu fais pas gaffe, eh ben, tu peux avoir des bugs induits par ce truc-là qui ont rien à voir. Donc c'est important de voir ce qui a été modifié, quelles sont les zones où on touche, etc. On peut voir des specs à travers le code. Typiquement, si tu as des valeurs limites, etc., c'est des choses que tu dois retrouver dans le code, même si tu les comprends pas. Si tu sais que tu dois avoir un message d'erreur quand tu dépasses 100 euros, il y a forcément un endroit où tu dois avoir un 100 qui est écrit quelque part, quoi. Et donc, ça te permet d'aller voir. Et si tu vois qu'il y a le 100, il y a le 50, mais il n'y a pas le 20, alors qu'on a une règle sur le 20, avant même de tester fonctionnellement, tu peux te douter qu'il y a un truc qui va pas. Donc, en fait, tu gagnes beaucoup à aller voir ce truc-là pour mieux comprendre ce qui se passe et être plus serein. Et du coup, ça permet toi aussi de te former à la lecture du code et à comprendre. Et moi, ça m'est arrivé, en fait, sur des choses où j'étais en mode testeur, hein, vraiment testeur fonctionnel.
de même pas essayer le truc et de refuser la paire, de faire une review, comme font les développeurs en disant ça va pas, ça va pas, parce que je vois tout de suite que par rapport à ce qu'on a écrit, c'est pas bon. Euh, Typiquement, des trucs basiques qui peuvent être vus très vite, c'est toutes les traductions, tout ce qui est wording par exemple. On définit des specs dans le cahier des charges, dans le ticket qu'on a, on sait que le message d'erreur, il doit être écrit comme ça. Et puis en fait, tu regardes le texte et tu vois dans JSON qui te charge les trucs que le texte il est pas bon. Bah tu vois, j'ai pas besoin d'aller m'embêter à mettre la bonne situation pour le faire apparaître. Je sais déjà que ce qui va apparaître est pas bon parce que c'est mal écrit. Et en fait, tu gagnes aussi du temps comme ça. Mais surtout, là où ça m'aide le plus, c'est vraiment à comprendre qu'est-ce que je dois tester et comment, qu'est-ce que ça impacte. À force, tu connais de mieux en mieux ton produit, tu connais de mieux en mieux la tech associée, et tu dis, ouah, attends, la dernière fois qu'on a touché à ce microservice-là qui gère tel truc, on a eu des problèmes là. Je vois que tu as retouché un fichier là-dedans, je sais que ça va être le bazar, je vais faire des tests supplémentaires là-dessus. Même si c'est pas lié au ticket qu'on veut faire, je sais qu'en touchant là, on a eu déjà des soucis, et donc je vais augmenter ma zone de test pour sécuriser. Comment t'as fait au début? Parce que t'étais pas du tout développeur. T'as demandé un accès au code. Non. Est-ce que les devs, ils ont couiné? Est-ce que t'as demandé à ce qu'ils t'expliquent un peu comment ça marche? Voilà, et qu'on soit, si t'es Java, .NET, Python, que tu passes d'un projet à un autre, c'est pas toujours évident en fonction des plateformes, du framework, Tout à même fait. s'il y a toujours une Ouais. logique Bon. et c'est jamais un fichier plat, c'est toujours un fichier qui appelle un fichier qui appelle un fichier. Enfin, c'est un peu Inception dès que tu as du code un peu compliqué. Donc c'est pas toujours facile. Comment t'as fait pour commencer? Si tu devais Pour dire à un commencer, QA j'ai eu de la fonctionnel comment il ferait aujourd'hui? moi, j'ai eu de la chance quand j'ai commencé à faire ce truc-là, on avait un accès direct au code, on avait toutes les PR qui étaient visibles et on les chargeait nous dans nos propres environnements de dev en local. Donc, tu peux pas avoir plus de transparence. Donc, en fait, il y avait accès. Et en fait, c'était nous qui mettions, quand on avait validé tous nos tests, etc., qui mettions le résumé des tests et un commentaire de validation, en fait, sur la PR, sur GitHub directement, pour donner un stumple. Et en fait, avec un code QA+1, tac, ça validait, en fait, la pull request que t'es QA, quoi. Donc, t'étais obligé d'y passer. Donc, bah, une fois que t'avais ça, même, ça a été de ma part juste de la curiosité. Après, je sais que dans d'autres missions, je suis arrivé, on m'a dit, bah non, t'as pas besoin. J'ai dit, si, je veux voir, même si vous me laissez pas les droits d'écrire, machin, tant pis, c'est pas grave. Je veux regarder ce qui est fait. Vous me demandez de valider quelque chose, j'ai besoin de le voir. Ça, c'est la base. Donc, faut pas hésiter à demander. Il y a pas de secret. De toute façon, le code, il est partagé dans l'équipe et il n'y a pas de raison qu'on vous autorise pas à le voir. Et clairement, au début, ça peut être compliqué. Hein, vous allez rien comprendre, mais petit à petit. Et aujourd'hui, je comprends pas encore tout ce que je vois, hein, on va pas se mentir. Mais ça permet d'apprendre au fur et à mesure et de voir des trucs. Voilà. Je sais que des trucs tout bêtes, mais que j'ai pu voir directement dans le code, ou un nom de variable qui avait pas été vu parce que il avait été modifié et il n'y avait pas à l'époque autant de sécurité sur ce code-là que qu'on a voir aujourd'hui avec des vérifications faites au build, etc. Et voilà, c'était juste un nom de variable qui avait été modifié et il y avait une inversion de lettres. Voilà. Et bah, ça, tu es capable de le voir. Donc voilà, le but c'est pas de faire la review à la place des devs, hein, clairement pas. Mais franchement, allez-y, ça peut que vous apprendre des choses, mieux comprendre comment est fait le code, mieux comprendre les dépendances et du coup vous aider à mieux tester. Eh ben, c'est une bonne chose. Et puis je dirais même, c'est un bon mécanisme de chauffe avant de pouvoir passer à l'automatisation par soi-même, parce qu'aujourd'hui, faire du test et ne pas maîtriser aussi l'automatisation, c'est quand même se priver de belles opportunités de carrière. Qu'aujourd'hui, tout le monde cherche des techniques au fonctionnel, donc ça peut être aussi intéressant. Donc Oui. c'est un parti pris qui est un peu différent. Souvent on dit bah les QA font de la QA, ils ont pas à maîtriser le code. Toi, t'es allé jusque-là, tu vois ce que ça apporte. Moi, j'espère que ça vous donnera des idées. Peut-être que certains d'entre vous vont demander le code et regarder, quitte à ne rien comprendre. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine où petit à petit, tu commences à mieux comprendre et peut-être challenger comment aussi c'est développé, mais aussi
je pense que ça t'a donné aussi une idée de comment les développeurs pouvaient réfléchir et les biais qu'ils pouvaient avoir Oui, par rapport à toi, ce que tu avais l'aspect qui disait pourquoi vous avez fait ça. Et ça aussi, c'est un échange positif parce que tu parles leur langage finalement et je trouve que c'est vachement oui. mieux vaut mieux voir un problème avant qu'il soit déployé qu'après. C'est toujours bénéfique, je trouve. Ouais, c'est une super porte ouverte pour discuter avec les développeurs. C'est vraiment un point d'entrée qui est génial. Et juste par rapport aux tests auto, typiquement, ça peut donner aussi de l'autonomie derrière de maîtriser quand même certaines bases au fur et à mesure. Tu vois, là, j'ai bossé dernièrement sur une app mobile en React Native, que je connaissais pas. Bon, c'est pas hyper compliqué, c'est un peu verbeux tout ça. Bon, je comprends la structure et je sais que j'avais des éléments où c'est des systèmes qui te chargent de la donnée et donc les éléments sont dynamiques. Et pour les récupérer, pour les tests auto, avoir des sélecteurs qui soient un peu fiables et qui tiennent la route, j'avais besoin de rajouter des trucs. Et l'élément, en fait, il est chargé avec des propriétés. Donc, en fait, quand tu veux rajouter un ID, il faut qu'il soit dynamique. Donc, il faut aller dans l'élément lui-même, dans sa composition, le modifier pour prendre ce truc-là, qui soit renvoyé vers l'élément parent. En soi, c'est pas hyper compliqué, mais si tu cherches pas un petit peu, t'es pas autonome et il y a rien de plus frustrant que de devoir toujours demander aux développeurs de Ah, t'aider. c'est sûr. Quand tu peux le faire tout seul, bah, tu gagnes aussi du temps. Donc même pour l'automatisation, maîtriser évidemment le langage dans lequel tu codes, c'est la base, les principes d'algorithmie, etc., les boucles et tout ce que tu veux. Mais comprendre aussi le langage du produit pour pouvoir aller faire les modifs dont tu as besoin, des fois pour te solutionner un truc rapidement, c'est un gain de temps, quoi. Je l'ai vu sur des projets où c'était le QA qui créait ses data test ID dans le même repo que le projet. Ouais, Voilà, c'est une question de confiance parce que tu bouges quand même le code d'un dev, tu vois. Donc, mais ça se fait bien si c'est bien organisé, c'est bien structuré et qu'on a bien après implémenté son code pour que ce soit facile de l'intégrer. Mais c'est voilà, ça. c'est une Après question de quand je contexte. modifie le tout à fait, mais quand tu modifies le code, évidemment, tu fais pas ça c'est-à-dire Tu que fais pas sur le moi, mail c'est directement. technique Oui, et je t'as une je demande une request ou c'est une ça. PR. Review au lead dev, etc., pour être sûr que t'as pas cassé un truc entre les deux et surtout qu'ils soient au courant de ce que t'as fait, quoi. Ça paraît normal, ça va dans les deux sens. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci pour cet épisode une fois de plus qui est passionnant. Dans le prochain épisode, on va aussi voir quelque chose qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. On va parler un peu de log, de métriques, de signes faibles. Restez avec nous pour le 3e épisode, vous en saurez un peu plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.